Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à ces rencontres Sciences Po Sud-Ouest. Merci Rudi Reichstadt d'être présent, d'avoir répondu positivement à l'invitation. Merci beaucoup. Alors je crois que c'est une première. Une première parce que c'est la première fois que Sciences Po Bordeaux accueille un agent du Mossad qui est aussi agent de la CIA et accessoirement propriétaire d'un appartement à Monaco à 35 000 € le mètre carré. Alors tout ceci est évidemment faux. On est déjà au cœur du sujet. Alors pour revenir effectivement aux faits, Rudi Reichstadt, vous avez 43 ans. Vous êtes né à Nice. Vous êtes politologue, écrivain. Et en 2007, vous avez fondé un site qui s'appelle Conspiracy Watch, un site qui fait référence sur justement le conspirationnisme, le complotisme, et plus largement sur la radicalité numérique, et aujourd'hui sur la guerre de l'information. Et on ne peut pas scinder finalement tout ça. Ça va être l'objet de notre conversation du jour. Vous participez à l'excellent podcast Complorama, que je recommande à tout le monde ici. Vous êtes l'auteur de ce livre, Au cœur du complot. Vous avez récemment co-dirigé un ouvrage collectif intitulé Histoire politique de l'antisémitisme en France de 1967 à nos jours. Et plus tôt, vous aviez également publié en 2019, toujours chez Grasset, L'opium des imbéciles, essai sur la question complotiste. Alors d'ailleurs, vous êtes, dans le dernier ouvrage, revenu, au moins vous avez nuancé, puisque vous dites je n'ai jamais cru que les complotistes étaient tous des imbéciles, parce que dans le complotisme, il y a évidemment des composantes politiques, historiques, sociales, économiques, technologiques, et à plus forte raison aujourd'hui dans notre ère numérique, il y a une grande composante finalement anthropologique. Alors aujourd'hui, dans l'actualité, on entend beaucoup de mots, de concepts qui circulent, on va dire fake news, infox. On va parler de récits alternatifs ou de faits alternatifs. On va parler de post-vérité. On va parler de manipulation et ou de falsification, et ce n'est pas la même chose. Et en tout cas, aujourd'hui, on va essayer de démêler tout ça et essayer de voir un peu plus clair dans ce qui est l'un des grands phénomènes de notre époque contemporaine à l'heure du numérique. Alors évidemment, on est à Sciences Po, donc ça ne surprendra personne. On va faire 3 parties. On va d'abord revenir sur votre parcours avec Florian. Ensuite, on va revenir sur le cœur de notre sujet. Qu'est-ce que c'est la mécanique du complotisme? Et on va essayer d'en trouver quelques composantes et de les démonter, pour ainsi dire. Et puis enfin, on va revenir sur quelques cas d'études ou quelques affaires emblématiques qu'on a vues sur nos écrans ou qu'on a pu lire dans les journaux. Allons-y. Et on va commencer avec Florian, pardon. Eh bien, pour commencer, on va revenir donc au tout départ. Quand et d'où vous vient cet intérêt pour la lutte contre le complotisme? Est-ce que c'est un lien avec le développement des réseaux sociaux ou avec un événement en particulier? D'abord, bonsoir à tous et merci pour votre introduction, pour votre présentation. Et merci de m'accueillir ici, dans ce lieu où je n'ai pas remis les pieds depuis 24 ans, puisque j'ai passé
le concours d'entrée à l'IEP de Bordeaux auquel j'ai échoué. Et finalement, je suis allé à Aix-en-Provence. Mais voilà, donc j'étais pas revenu ici sur le campus, je crois que le concours est organisé ici depuis 2000. Alors, est-ce que ce sont les réseaux sociaux ? Non, c'est antérieur à ça. Vous savez, quand vous demandez ce qui vous a conduit à faire un certain nombre de choix, vous êtes obligé de reconstruire un peu a posteriori avec les éléments que vous avez. Donc au fond, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Moi, je sais pourquoi j'ai commencé, alors à l'époque, avec 2 copains de promo, qui finalement n'ont pas eu le temps de consacrer beaucoup d'énergie à ça. Donc finalement, j'ai continué tout seul. Mais ce site Conspiracy Watch, en 2007, c'était le site que j'aurais voulu lire comme internaute. Le site que j'aurais voulu trouver parce que ça n'existait pas. Donc j'ai créé ce que j'aurais voulu trouver. Et pourquoi cet intérêt pour cette question-là ? C'est moins un intérêt ou une passion, vraiment ça ne me passionne pas, en fait, qu'une inquiétude. Et cette inquiétude, elle est nourrie d'une évidence qui m'a frappé dans les années 2000, c'est-à-dire avant de créer le site, qui est qu'on a affaire à un discours, avec le discours conspirationniste, très similaire, très, très proche, dans sa structure en tout cas discursive, du discours négationniste. Et il se trouve que je m'étais intéressé auparavant au négationnisme, même en fait dès l'adolescence, ce qui n'est pas une passion généralement très partagée quand on a 16 ou 17 ans, mais je m'y intéressais parce que, là aussi, pas de fascination malsaine pour ça, mais plutôt une colère. Et je voulais comprendre comment des gens pouvaient réellement croire à cela. Croire qu'il y aurait un grand mensonge sur la Shoah, et notamment sur le moyen technique de mise à mort privilégié dans la Shoah, c'est-à-dire les chambres à gaz, s'agissant d'un événement à la fois très documenté et pour lequel on pouvait interroger des survivants, c'est-à-dire des gens qui étaient nos contemporains et qu'on pouvait aller voir, interroger, donc soutenir que les chambres à gaz n'avaient pas existé, que Hitler, le nombre de victimes juives causées par Adolf Hitler s'élève à 0, fermez les guillemets, c'est une citation de Robert Forisson, il a dit ça, Robert Forisson. Soutenir cela, c'est soutenir mécaniquement que les gens qui témoignent de ce qui s'est passé sont des menteurs et des escrocs. Et quelque part, cet événement, non pas seulement parce qu'il est très documenté, mais aussi parce qu'il est très proche de nous, il est plus présent dans nos vies et même plus réel, d'une certaine manière, que des événements passés qui pourtant ne sont pas remis en cause. Personne ne remet en cause la réalité de la bataille de Valmy. Il n'y a pas de courant négationniste ou révisionniste sur qui a gagné la bataille de Valmy. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a sur la Shoah. Donc qu'est-ce que ça voulait dire ? Qu'est-ce que c'était ? Donc je me suis intéressé à ça. Je suis désolé, je suis très long. Et quand est arrivé le 11 septembre 2001, dans les mois qui ont suivi, on a vu ce discours conspirationniste émerger. Et alors là, j'y ai vu quelque chose de très proche de ce que je connaissais. Et ce que j'ai découvert ensuite en travaillant dessus, c'est que les mouvances qui étaient à l'œuvre, et notamment la mouvance la plus dynamique en matière de production des contenus conspirationnistes en France à l'époque, c'est essentiellement ce qui gravite autour de Dieudonné, Alain Soral, et jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, eh bien, elle était, cette mouvance, totalement intriquée avec la mouvance négationniste. Voilà, donc voilà, ça fait une bonne introduction. Et donc, vous avez dit tout à l'heure que quand vous étiez plus jeune, vous auriez aimé avoir Conspiracy Watch. Est-ce que ça veut dire que vous êtes arrivé sous l'influence de ces théories-là et donc vous auriez aimé avoir ce site pour vous en protéger ? Alors non, pas du tout. Moi, j'ai jamais été très client de théorie du complot. Je pense que la seule théorie du complot à laquelle j'ai cru, mais à mon corps défendant, parce que je savais même pas que c'était une théorie du complot, c'était le film d'Oliver Stone sur l'assassinat de Kennedy, JFK, qui est à la fois un très bon film et une très grande manipulation aussi, parce que c'est vraiment un film complotiste. Et donc pendant des années, c'était ma version de l'affaire, de l'assassinat de JFK, parce que je ne savais même pas que c'était une thèse complotiste. Et quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai découvert assez rapidement, mais j'ai jamais été très client de ça. Moi, je suis la génération où on a été diffusé à la télé X-Files, par exemple.
Et j'étais pas très amateur d'X-Files, mais surtout, je voyais, pour moi, c'était une œuvre de fiction, quoi. Et je voyais que déjà à l'époque, donc on est avant Internet en tout cas, il y avait cette frontière entre le réel et la fiction qui commençait à être brouillée chez certains, pour qui, non, c'est un reflet assez fidèle de la manière dont fonctionne le monde, X-Files. Et puis je vous rappelle juste que dans l'après 2001, après le 11 septembre, on a eu un grand moment éditorial qui est le succès en librairie du Da Vinci Code de Dan Brown, qui est un livre complotiste en fait, qui vient remettre au goût du jour tout un matériel conspirationniste qui est déjà présent dans une littérature principalement d'extrême droite, qui enlève toutes les scories trop évidemment antisémites notamment, et qui en fait un bouquin grand public qui se lit assez bien. Mais là aussi avec une notion un peu manipulatrice, parce que dès le début du livre, on vous dit que ce qui est raconté là est vrai, quoi. Mais voilà. On va revenir un peu donc sur aujourd'hui. Vous avez dit récemment que l'anticomplotiste était un sport de combat. Est-ce que parfois vous n'avez pas envie de tout arrêter, voyant qu'il y a de plus en plus de théories, que ça se propage, et on voit même maintenant des jeux vidéo complotistes? Bon, on les voyait aussi avant, en fait. Il y avait même des jeux de cartes complotistes sur les Illuminati dans les années 80, 70, 80. Donc tout ça n'est pas complètement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que des choses autrefois confidentielles nous influencent massivement parce que nous y sommes plus massivement exposés. Et donc ça a des conséquences. C'est-à-dire que nos manières d'avoir accès à la connaissance et à l'information jouent sur nos représentations. Enfin, c'est un truisme de le dire, mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Votre question, c'était ? Est-ce que vous n'avez pas... Oui, est-ce que je vais arrêter en fait. Alors parfois, dans des moments de découragement, et je suis comme tout le monde, j'en ai, oui, il m'arrive de me dire, bon, en fait, à quoi bon tout ça, quoi. J'ai un peu fait le tour, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire sur le sujet. Sincèrement, ce livre-là est une sorte d'apostille au premier. Parce qu'effectivement, une réflexion, le point final d'un texte n'est jamais la fin de votre réflexion sur le sujet. Votre réflexion, elle continue. Et donc, vous avez toujours un peu de nouvelles choses à dire, mais pour l'essentiel, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et donc, la question maintenant, c'est la toxicité de cette matière-là. Est-ce que... elle est telle que, oui, on se pose la question de continuer, d'autant que je suis à un moment de ma vie où je pourrais faire autre chose, mais pour l'instant je le fais pas parce que, un, je tiens, et deux, ce serait quand même une sorte de concéder une victoire aux gens que je combats, et j'ai pas envie de leur donner ce plaisir-là. Donc voilà. Je crois que je suis plus utile là où je suis. Voilà. Et lié un peu à ça, est-ce qu'il y a des sujets ou des théories que vous découvrez, mais que vous refusez d'aller les étudier par peur de conséquences, etc. Pour vous ou vos proches, on sait que vous avez reçu des menaces, etc. Non. Les choix qu'on fait dans la décision de traiter ou non une théorie du complot, il est simple. C'est-à-dire que la traiter pour la réfuter ou l'analyser sous un angle critique, c'est prendre le risque de mettre en grande partie de la population en contact avec ces thèses-là. Bon. Donc on se pose toujours la question. Donc, ce qu'on ne fait pas, c'est d'aller au fin fond du web, faire remonter à la surface des choses qui sont très confidentielles et qui ne touchent pas le grand public. Là où on y va, là où on produit un travail critique, c'est sur des choses qui ont atteint un seuil, une taille critique telle que ne pas les traiter, c'est contribuer au problème. Donc là, à ce moment-là, on décide de les traiter. Mais c'est notre seul guide, en fait. Et vous avez cité déjà beaucoup d'exemples. Et est-ce qu'à force de voir ces théories, etc., est-ce que vous ne devenez pas un peu parano ? Je crois pas. Je crois pas. D'abord, on est tous traversés par ça. Et il faut une petite dose de paranoïa raisonnable, quoi, parce qu'on a affaire à des gens en face de nous qui développent des théories du complot, mais ne le font pas dans un monde éthéré, ils le font avec un agenda politique, idéologique, et certaines de ces théories du complot, elles procèdent de véritables complots. Elles procèdent d'opérations de manipulation et de manipulation de l'information. Donc on ne combat pas le complotisme par la naïveté. Il ne s'agit pas de dire que les complots n'existent pas. Moi, je pense au contraire, et on est nombreux à le penser, et la plupart des auteurs sur le sujet le disent d'ailleurs. Bien connaître les complots, les conspirations,
de l'histoire, et réelle, est un bon moyen de se prémunir de la séduction du complotisme. Parce que on voit, lorsqu'on les connaît bien, ces complots, ou ces affaires, ou les scandales politico-financiers, ce que vous voulez, ou sanitaires, on voit ce qui les distingue de ces constructions chimériques qu'on appelle les théories du complot. Donc moi je pense qu'il faut les étudier, un peu comme Curcio-Malaparte sur les techniques du coup d'État, quoi. Il faut apprendre comment ça fonctionne pour précisément apprécier l'écart entre ce qui est possible dans la réalité, historique, politique, et ce qui n'est pas possible. Et ce qui n'est pas possible, c'est des grands complots qui impliquent un très grand nombre de personnes sur des plages de temps, des durées importantes, des décennies ou des siècles. Ça, nous n'en avons pas d'exemple dans l'histoire, ce qui rend quand même l'argument du complotisme assez faible. Voilà. On est déjà à une dernière question pour cette première partie sur votre parcours, qui va peut-être faire un peu le lien avec la suite. Comment vous faites pour découvrir des nouvelles théories ? Alors, découvrir c'est étrange comme question parce que on n'a qu'à se baisser. En fait, on n'a pas grand-chose à faire pour en découvrir. Navalny, on apprend la mort de Navalny. Les réseaux qu'on suit produisent instantanément, en temps réel, des théories du complot sur la mort de Navalny. Donc on a juste à ouvrir les yeux et à lire, ouvrir nos oreilles. Donc on n'a pas grand-chose à faire. Ce qu'on a développé avec le temps, c'est une sorte de sixième sens qui fait qu'on réfléchit comme les complotistes. C'est-à-dire qu'on arrive à les devancer et à anticiper ce qu'ils vont faire et sur quel sujet ils vont aller. C'est-à-dire qu'il était évident, par exemple, ça va peut-être vous surprendre, mais il était évident qu'on allait avoir des gens qui, Navalny étant... la mort de Navalny étant annoncée, allaient nous dire, mais de toute façon, il a été assassiné par l'Occident, par la CIA, etc. Il a beau être au fin fond d'une colonie pénitentiaire dans le cercle polaire arctique, non, c'est la CIA qui serait allée l'assassiner. Bon. Donc, ça, c'était prévisible. On arrive encore à être un peu étonné, parce que c'est vrai que l'idée qu'il est mort d'une injection vaccinale, je n'avais pas prévu. Voilà, et c'est arrivé très vite en ligne aussi, notamment sous les tweets, sous le clavier de Francis Lalanne. Voilà. Pendant que Constance et Alban, justement, s'installent, merci Florian, on va prolonger effectivement cette réflexion parce que le terreau complotiste et le terreau de la guerre informationnelle, parce que là, aujourd'hui, on en est là, il a cette dynamique perpétuelle et cette capacité à s'hybrider continuellement. Là, vous faites référence aux antivax. Et aujourd'hui, effectivement, les antivax sont notamment en train de s'hybrider avec les pro-Kremlin. Ce qui est quand même assez fascinant, quoi. Oui, en fait, on voit qu'ils font des sauts de puce comme ça pour changer de sujet. Pourquoi ? Parce que, alors d'abord, on l'a observé depuis très longtemps. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que toute la mouvance qui s'était constituée, qui avait un peu cristallisé autour de la crise sanitaire et du Covid-19, a dû trouver un nouveau souffle avec de nouveaux sujets. D'abord, ça a été l'hydroxychloroquine, jusqu'à aujourd'hui d'une certaine manière, mais très vite, ça a été le port du masque, avec des gens comme Florent Philippot d'ailleurs, qui au début de la crise disent « c'est scandaleux, le gouvernement n'a pas de masque », et qui virent sa cutie, mais en quelques jours, pour dénoncer l'obligation du port du masque, comme une nouvelle muselière, un moyen de nous contrôler, etc. Donc les anti-masques, puis les anti-évidemment mesures gestes barrières, les anti-vax ensuite, très rapidement, anti-pass vaccinal, et puis un positionnement à partir de février 2022, sans surprise, sur l'Ukraine. C'est-à-dire que les mêmes comptes, les mêmes personnalités, les mêmes réseaux, les mêmes sites internet, les mêmes médias complotistes qui étaient très investis sur la question du Covid et l'antivax se mettent du jour au lendemain à produire un discours complotiste aussi, et propagandiste en tout cas, sur l'Ukraine. Et 6 mois plus tard, parce que ça commence à s'essouffler, sur le réchauffement climatique, avec l'idée que le pass climatique, c'est le pass vaccinal, le pass sanitaire, ripolliné, etc. Et que tout ça
s'insèrent dans un projet de Great Reset, de nouvel ordre mondial, etc. Et puis voilà. Pourquoi ils agissent comme ça? Je crois que c'est un peu comme un cycliste qui a besoin de pédaler pour que sa bicyclette ne tombe pas. En fait, ils sont condamnés à produire en continu, à jet continu, du discours complotiste, parce que concéder que tel ou tel événement ne procède pas d'un complot serait jeter le soupçon sur la validité de ce qu'ils ont pu dire auparavant. Et puis il s'agit surtout de nourrir une audience, de la maintenir dans une sorte d'état d'excitation, une audience qui est complètement mitridatisée par le complot. C'est pour ça que j'ai appelé mon premier livre « L'opium des imbéciles ». Il y a vraiment l'idée d'une analogie avec la drogue, avec les services que ça peut rendre, la drogue d'ailleurs, c'est-à-dire nous protéger du réel, et puis ce phénomène d'accoutumance, d'addiction qu'on trouve dans le complotisme. Il y a 30 ans, en 1994, un article très souvent cité en littérature scientifique sur le sujet, en psychologie sociale, de Ted Gersel, montrait que plus on adhère à un nombre important de théories du complot, et plus on est disponible à n'importe quelle autre théorie du complot, quelle qu'elle soit. Donc il y a comme une sorte de mouvement où le complotisme appelle le complotisme. Pardon, je suis très long dans mes réponses à chaque fois, je vous prie de m'excuser. Alors justement, on est rentré dans la partie 2, les mécanismes. Alban, Constance. Ouais. Bon, merci. Donc du coup, comme première question pour cette partie de définition, comment est-ce qu'on peut identifier une théorie du complot selon vous? Est-ce qu'il existe des critères vraiment inchangeables qu'on retrouve tout le temps? Pour ça, vous trouverez des définitions de théorie du complot, ou du conspirationnisme, ou du complotisme chez tous les auteurs qui travaillent sur ce sujet-là, et par ailleurs plusieurs définitions chez le même auteur parfois. Nous, on l'envisage comme un discours qui attribue l'origine d'un événement historique ou d'actualité, l'origine d'un fait, d'un fait scientifique, la conquête de la Lune, etc., ou d'un phénomène social, le chômage, la pauvreté, une crise économique, comme le résultat d'un complot. Mais un discours qui attribue abusivement en fait, l'origine d'un fait à un complot. Pourquoi abusivement? Parce qu'on s'aperçoit qu'il n'est jamais prouvé, selon les critères qui sont ceux de la science, et qu'ensuite, cette théorie du complot, lorsqu'on la met en concurrence avec un autre cadre explicatif, une autre proposition explicative, on s'aperçoit qu'elle répond à moins de questions. En fait, lorsqu'on met en compétition une théorie du complot et une thèse explicative non complotiste, on s'aperçoit que la théorie du complot pose plus de problèmes. Vous savez, c'est ce qu'un philosophe qui s'appelait Imre Lakatos appelait des programmes de recherche dégénératifs. Il disait la caractéristique d'une théorie scientifique, c'est d'être un programme de recherche progressif. C'est-à-dire qu'à mesure qu'il se confronte au réel, qu'une théorie scientifique se confronte au réel, elle va intégrer de plus en plus d'éléments du réel, de données du réel. Et c'est ça qui va la rendre de plus en plus solide. Une théorie du complot, c'est le contraire. C'est-à-dire que plus on accumule des données, et plus elle a tendance à s'écrouler sous le poids de ses contradictions internes. Alors, à quoi on reconnaît une théorie du complot? C'est finalement assez simple. On a quelques éléments qui reviennent à peu près systématiquement. L'argument du « à qui cela profite-t-il ?» qui n'est pas en soi une question illégitime. Le « cui bono », c'est bon pour qui? La question de Cicéron, c'est une question tout à fait légitime lorsqu'elle constitue un argument parmi d'autres. Un chercheur, un journaliste, il peut se demander à qui ça profite. C'est pas absurde. À qui profite la mort de Navalny? C'est pas absurde comme question. Bon. Mais là où ça devient contestable, c'est lorsqu'on absolutise cette question et qu'on en fait de cette question et de sa réponse possible l'alpha et l'oméga d'un raisonnement, et que tout est construit là-dessus. Or, ça n'est qu'un argument, ce n'est pas une preuve. Sinon, il faudrait accuser toutes les veuves qui ont perdu leur époux et qui en ont hérité de l'avoir assassiné, en réalité. Vous voyez? Donc, on ne peut pas raisonner comme ça. Donc il y a ça. Il y a la minimisation, effectivement, des coïncidences fortuites et du hasard. Il y a la désignation, implicitement ou explicitement, d'un tiers qui profite de ça, qui a intérêt à ça. Donc il y a une logique du bouc émissaire qui est associée
à toutes les théories du complot, ce qui fait d'ailleurs des croyances complotistes, des croyances pas seulement contestables, les croyances religieuses, elles sont par nature contestables et contestées si vous êtes athée ou si vous êtes d'une autre religion, d'accord ? Vous ne souscrivez pas au dogme de la religion d'en face. Bon. Mais ces dogmes n'ont la plupart du temps pas cette dimension de recherche du bouc émissaire. Une théorie du complot, elle pointe toujours un doigt accusateur contre une petite partie d'individus, un groupe qui a intérêt à ce que les choses se passent comme ça. Et c'est ça qui les rend particulièrement dangereuses et toxiques. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne théorie du complot ? Il faut un événement politisable, c'est-à-dire dont le plus grand nombre de personnes a entendu parler, si possible, donc un événement marquant. Il faut un grand méchant, un principe maléfique, la CIA, George Soros, ce que vous voulez, les francs-maçons, ça marche très bien jusqu'à aujourd'hui. Et puis, c'est mieux s'il y a des éléments qui relèvent, qu'on a du mal à expliquer, ou qui ne vont pas de soi. Mais la réalité, souvent, ne va pas de soi. Oui, je parlais de JFK tout à l'heure. JFK, il y a l'assassinat de Kennedy, il y a des éléments, objectivement, qui font que si vous êtes normalement constitué, vous vous posez des questions. C'est normal. Il y a là quelqu'un qui assassine Kennedy, qui dit « c'est pas moi », et 2 jours après, il se fait tuer. C'est ça. Or, il y a de très bonnes raisons de penser qu'il est bien le seul et unique assassin, Lee Harvey Oswald de Kennedy, quand on connaît le dossier. Mais si a priori vous ne connaissez pas le dossier, si vous ne vous intéressez pas spécialement à ça, vous posez assez logiquement ce type de questions. Et tout l'enjeu du travail qu'on produit, c'est de répondre à ces questions de la manière la plus candide. Voilà. Donc vous et Mendes France le dites, toute théorie du complot s'appuie sur des faits. Mais qu'est-ce qu'un fait et comment pouvons-nous trouver un consensus autour d'un fait ou au contraire le falsifier ? Qu'est-ce qu'un fait ? Ça c'est une question quand même éminemment philosophique. Mais je crois qu'il y a des vérités factuelles. Enfin je crois, il y a des vérités factuelles. C'est la Russie qui a envahi l'Ukraine, c'est pas le contraire. Voilà. Et ce sera toujours vrai. Dans cette salle, je ne vous ai pas compté, mais je sais que nous ne sommes pas 1 million d'individus. Ce jour-là, à cette heure-ci, ici, nous ne sommes pas 1 million dans cette salle. Vous voyez, ça c'est un fait. Peut-être négativement défini, mais c'est un fait. Donc il y a bien des réalités factuelles, des vérités factuelles, et je crois que l'une des comment dire, c'est ce qu'on appelle la post-vérité, l'ère de la post-vérité. Et les faits alternatifs, justement. Et des faits alternatifs. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait une nouveauté si radicale. Je pense que la nouveauté, dans ce qu'on vit, c'est le fait que le manque de respect à la réalité ne vous disqualifie plus. Voilà. Plus autant qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bonimenteur président des États-Unis. S'il n'avait été que menteur, ce serait plus facile. Voilà, exactement. Et je crois que c'est ça qui caractérise ce qu'on traverse, ce qu'on a appelé la démocratie post-factuelle ou la post-truth era, donc l'ère de la post-vérité. Mais le XXe siècle a été un grand moment, quand même, de liberté prise avec les faits. Le lysenkisme, le stalinisme, le mensonge totalitaire. Voilà. Donc, c'est pas nouveau complètement. Et alors, pour revenir sur votre question, vous disiez, mais comment on trouve un consensus autour d'un fait, ou alors au contraire, on le falsifie? Écoutez, on est en démocratie. La démocratie, c'est l'organisation civilisée, par des processus légaux, du désaccord, et de l'affrontement et de la contradiction. On n'est pas d'accord, mais à la fin, on délibère tous ensemble, ça s'appelle l'élection ou le vote, et on accepte la sanction des urnes. Bon. Si on partage le même socle de réalité factuelle, ça se passe à peu près correctement. Si on est tous en silo et qu'on ne partage plus une réalité commune, les choses commencent à mal tourner. Parce qu'à ce moment-là, si vous n'êtes pas d'accord sur qui a gagné l'élection,
eh bien, votre droit, mais votre devoir aussi de citoyen en démocratie, c'est le droit à l'insurrection. Enfin, c'est le devoir d'insurrection. C'est de vous insurger. C'est pas la part de partisans de Donald Trump qui croyaient au premier degré, réellement, que Donald Trump avait gagné l'élection. En tout cas, c'est l'histoire qu'ils se racontaient, collectivement, et ça a joué dans leur passage à l'acte violent. C'est la première fois de l'histoire des États-Unis qu'une élection présidentielle américaine se passe comme ça, de manière aussi tragique. Voilà, si on ne tranche pas nos désaccords par la parole et par l'échange d'opinions qui portent sur une réalité commune, eh bien, c'est le rapport de force. En fait, c'est le dialogue de sourds. Voilà. Si on ne s'entend plus et si on ne se comprend plus et qu'on ne partage plus la même réalité, on en vient au rapport de force brut. Et à ce moment-là, ça fait des dégâts. Ça pose quand même aujourd'hui notre problème de contexte technologique, puisque c'est le problème des bulles cognitives. La crise américaine, c'est aussi le problème des plateformes. Alors oui, mais avant de partir sur les plateformes, j'aurais rajouté que on sait depuis au moins Gustave Le Bon qu'on ne se comporte pas de la même manière lorsqu'on est un individu et lorsqu'on est en foule. C'est une question suivante. C'est vrai ? On va y revenir. En foule, on a des comportements qui sont ceux d'une sorte de monade, comme ça, qui se considère comme complètement délesté de toute responsabilité individuelle. Et donc on est prêt à aller, y compris vers des actes de violence et à faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé faire autrement. La question des plateformes, des réseaux sociaux et de l'économie de l'attention en général. L'or noir de cette économie de l'attention, c'est ce qu'on appelait, à l'époque où j'étais jeune, Patrice Lelay parlait de temps de cerveau disponible. Donc l'enjeu des plateformes... Patrick, j'ai dit Patrice ? Patrick Lelay. L'enjeu de cette économie de l'attention, c'est notre attention, c'est-à-dire notre temps de cerveau disponible. C'est nos cerveaux. Il faut capter cette attention, parce que cette attention, elle est convertie en monnaie sonnante et trébuchante. C'est le modèle économique de ces plateformes. Plus on est connecté, plus on est exposé à des messages publicitaires, et c'est bien le modèle de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et les autres, et TikTok. Elles ont donc intérêt, ces plateformes, par leurs algorithmes, à maximiser le temps qu'on va y passer, et donc à nous s'envoyer des messages qui font qu'on va rester connecté. Et on sait qu'elles essaient de réactiver un système qu'on appelle de récompense dopaminique, c'est-à-dire de stimuler le plus souvent possible. Alors, Bruno Patino a écrit un livre qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge », parce que le poisson rouge, il se dit qu'il a 8 secondes de mémoire. C'est pour ça qu'il peut tourner dans son bocal indéfiniment. Et les 8 secondes, c'est le temps qu'il nous faudrait désormais pour être un peu rassasié. Donc il faudrait nous réactiver, nous stimuler sur les réseaux sociaux toutes les 8-10 secondes, quoi, en gros, pour qu'on continue à y rester. Et d'ailleurs, on a tous fait, je crois, dès lors qu'on a un smartphone et qu'on est sur les réseaux sociaux, l'expérience de scroller quasiment indéfiniment et d'être stimulé comme ça en permanence. Il faut faire attention avec ce genre d'objet. Le problème, c'est que les algorithmes de recommandation sont faits pour qu'on reste le plus longtemps possible, et donc ils vont nous pousser, on le sait, parce que les ingénieurs qui ont travaillé sur ces algorithmes l'ont dit, ils vont nous pousser des contenus notamment sensationnalistes. Et les contenus conspirationnistes sont des bons contenus sensationnalistes, parce que les contenus conspirationnistes, ils prétendent vous révéler la vérité sur tout un tas de sujets. Donc ils sont associés à un effet de dévoilement qui produit un plaisir intellectuel, cognitif. Comme tous les plaisirs, on a envie de le renouveler. Donc c'est la fameuse activation dopaminique dont je parlais. Et on sait que, par exemple, un phénomène comme le platisme, l'idée que la Terre est plate, est un phénomène qu'on ne peut pas expliquer sans YouTube. Si vous enlevez le facteur YouTube de l'équation, il n'y a pas de platisme. Quasiment pas, résiduel. Le fait de voir tout autour du globe des platistes qui se réunissent dans des conférences
ces dernières années, c'est directement lié à YouTube. Et YouTube, c'est 7 vidéos sur 10 qui sont consultées, qui le sont suite à une recommandation algorithmique, et c'est surtout 140 000 ans de vidéos consultées chaque jour. 140 000 ans. C'est les chiffres 2021. Donc vous voyez, on a progressé depuis. Et du coup, selon vous, le complotisme, est-ce que c'est un projet politique? Et si c'est pas le cas, à quoi est-ce que cela correspond du coup? Non, je ne crois pas que ce soit un projet politique. Je crois que ça peut devenir une idéologie chez certains, chez ceux qui voient le monde en complot, quoi. Le dénominateur commun des complotistes, c'est l'idée qu'on nous ment. C'est la chanson de Dutronc, on nous cache tout, on nous dit rien. Voilà, c'est l'idée qu'on nous ment, que le mensonge est universel. D'ailleurs, on n'est pas platiste si on ne croit pas qu'on nous ment. Pour être platiste, il faut croire, littéralement, que le monde entier nous ment. Bon. Et c'est pour ça que c'est un peu le stade suprême du complotisme, le platisme. Et que c'est plus toxique que ce qu'on pense habituellement, parce qu'on ne devient pas platiste du jour au lendemain. Les platistes le deviennent après être passés par tout un tas d'autres théories du complot. Ils le sont par accoutumance. Donc en fait, un platiste, en général, c'est un complotiste aguerri. Hardcore. Hardcore. Bon. Est-ce que c'est un projet politique? Je ne crois pas. Une vision du monde, ça peut l'être, oui. Et est-ce que c'est mobilisé comme ressource politique? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça remplit toutes sortes de fonctions, le complotisme cognitive, parce que c'est très monocausal. Donc ça vous permet... ça va bien avec notre paresse intellectuelle. C'est très pratique, une théorie du complot, parce que ça explique plein de sujets avec une seule cause. Les Illuminati, le Nouvel Ordre mondial, ce que vous voulez. Les Juifs, très souvent les Juifs. Et ça remplit des fonctions psychologiques évidentes, de 2 grands types, à mon avis. Narcissique, c'est-à-dire que ça peut permettre de se hausser du col, une théorie du complot, de se distinguer du groupe, de dire « moi j'ai compris ce que vous n'avez pas compris ». Vous avez tous fait l'expérience de ça, j'imagine, quelqu'un qui fait le malin en soirée en vous disant un truc complètement énorme, et qui lui a un discours articulé, parce qu'il a des arguments. Et vous, en général, vous n'en avez pas. Si vous ne croyez pas à Monzu-Loch Ness, vous ne vous intéressez pas aux histoires de Monzu-Loch Ness. Ceux qui produisent des contenus sur le sujet sont ceux qui y croient. Ben, c'est pareil pour les théories du complot. Donc, narcissique, il y a vraiment, on se sent en posture héroïque hein, quand on est complotiste. Hein, c'est vraiment... c'est Keanu Reeves dans Matrix. Il prend la pilule rouge, il accepte de voir le réel derrière le voile des apparences. Il se met dans une situation qui renvoie au mythe platonicien de la caverne, en fait. Le philosophe, celui qui sort de la caverne, qui accepte de voir les idées par lui-même, etc. Bon. Donc ça fait fond sur ça, quand même. Il se pense comme des sortes d'initiés, comme une sorte de contre-élite qui a compris le dessous des cartes. Donc il y a une division du monde dans l'imaginaire complotiste entre manipulés et manipulateurs, d'accord, mais aussi entre éveillés, eux, et les moutons, nous autres. C'est-à-dire, nous, on dort, on n'a pas compris, on est lobotomisés, on est... fonction narcissique. Et puis, il y a une autre fonction psychologique, je crois, qui est très différente. Je ne pense pas qu'on entre en complotisme de la même manière, toujours, qui est que le complotisme vous permet de surmonter une dissonance cognitive. Ça vous permet de vous mettre à l'abri du réel, quand le réel est jugé impossible à assumer. Vous savez, la dissonance cognitive, c'est un terme qui a été inventé par Léon Festinger, dans un ouvrage classique des sciences sociales qui s'appelle When Prophecy Fails, l'échec d'une prophétie, en français. Festinger s'était infiltré dans une secte millénariste qui prévoyait la fin du monde pour le 21 décembre 1954. Ce jour-là, les membres de la secte devaient être abductés par les extraterrestres. Le monde devait être détruit, et eux devaient être renvoyés, je crois, dans une autre dimension, sur une autre planète. Bon. Et donc, vous me dites si je suis long. Hein, si je pas du tout, c'est très intéressant. Mais j'aime bien cette histoire. Tout le monde aime les histoires de martiens, de toute façon. Mais oui, en plus. Alors, il venait pas de Mars, hein, c'était une planète beaucoup plus éloignée que Mars. Mais, et donc, les gourous, en tout cas à la tête de cette secte, il y avait notamment une femme qui faisait ce qu'on appelle de l'écriture automatique. Donc, elle recevait des messages d'un autre monde comme ça, directement, et puis elle les transcrivait de sa main avec son stylo.
Évidemment, le 21 décembre 1954, il ne se passe rien. À minuit, quelqu'un fait remarquer qu'il y a une horloge qui retarde de 10 minutes, donc on va attendre un petit peu. Et puis, 10 minutes après, il ne se passe toujours rien. 1 heure, 2 heures, 3 heures, certains commencent à pleurer. Enfin, là, ils sont en situation de dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que le monde devrait s'effondrer, et ça ne se produit pas. On est tous confrontés à ça, parce qu'on est tous traversés par des croyances, des opinions, des représentations du monde. Donc, on fait tous cette expérience de l'étonnement devant quelque chose qu'on ne croyait pas possible. Bon. La manière de résorber cette dissonance cognitive, il y en a deux. La première, lorsqu'on est en bonne santé psychique, c'est de modifier ses croyances, d'accord, de modifier sa vision du monde, de dire ok, je vais intégrer ça à ma vision du monde. Voilà, ça en fait c'est possible. Et puis si vous ne pouvez pas le supporter, l'autre manière de résorber cette dissonance cognitive, c'est la fuite en avant dans la fiction, hors du réel. Qu'a fait cette dame qui faisait de l'écriture automatique? Elle s'est remise à écrire et elle a fait un communiqué pour expliquer que, réunis en prière, ils avaient sauvé le monde. Et que c'est grâce à eux que le monde n'était pas détruit. Donc ça, il faut avoir beaucoup d'aplomb pour dire une chose pareille, et peut-être qu'elle y croyait d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que là où on aurait pu s'attendre, vu de l'extérieur, à ce que ce groupe pseudo-religieux s'effondre, ce n'est pas ce qui s'est produit. C'est-à-dire que la plupart sont restés. Et surtout, c'est le moment où, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le moment où ils sont devenus prosélytes. Parce que leurs convictions les plus profondes ayant été ébranlées, ils ont eu besoin de convaincre des nouvelles personnes, de faire des convertis, pour renforcer en retour leur propre engagement. Donc ça, on l'observe, par exemple, dans le complotisme, très clairement. Il y a des choses qui sont impossibles à supporter pour certaines personnes, et donc la théorie du complot est une manière pour elles de se mettre à l'abri de la réalité. Donc si on part de la loi de Brandolini, selon laquelle la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter une fausse information est beaucoup plus importante que celle qui a permis de la créer, seriez-vous capable de convaincre un complotiste ? Je ne crois pas qu'on puisse convaincre un complotiste. Je pense qu'un complotiste, à proprement parler, c'est quelqu'un qui est dans une forme d'obstination et de scepticisme dogmatique, c'est-à-dire qu'il est fermé à tout argument contradictoire en réalité. Les gens qui sont disponibles à votre argumentation, ils ne sont pas vraiment complotistes. Voilà. Ils peuvent être séduits par ça, mais ils ne le sont pas vraiment. Ceux qui le sont vraiment, peut-être qu'ils en sortiront, mais pour des raisons biographiques qui nous échappent à nous. Et peut-être qu'on aura joué un rôle de semer la graine qui fera qu'ensuite ils en sortiront. Mais les désadhésions se font par paliers, exactement comme les processus d'adhésion. Il y a une mini-série sur Netflix en ce moment sur la secte de Raël, notamment. Et il y en a un qui le dit très très clairement, c'est-à-dire qu'il en est sorti, mais il explique qu'il a mis 13 ans à en sortir, et que le moment de bascule a été suivi de 13 années dans lesquelles il a continué à jouer son rôle dans la secte, et à y croire à moitié en étant ébranlé, de plus en plus ébranlé dans ses convictions, mais en continuant à rester comme ça pendant des années et des années. Moi, je crois que la plupart des gens qui en sortent, parce qu'il y en a qui en sortent, la plupart, je pense qu'ils n'en font pas une très grande publicité parce qu'ils en nourrissent une forme de honte. Un peu comme d'ailleurs les gens qui sortent des sectes, qui se disent « mais je ne comprends pas comment j'ai pu croire à ça ». Et je crois que c'est pareil pour le complotisme. On a des gens qui n'en parlent pas plus que ça parce qu'ils se disent vraiment « c'était une période de ma vie ». Donc ils ne sont pas très 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 fiers. Ça répond à votre question ? Là, non, quand même, la loi de Brandolini, c'est très important. Parce que la loi de Brandolini, c'est ce qu'on appelle le principe d'asymétrie du bullshit. C'est-à-dire des bêtises, des fake news, des théories du complot. Effectivement, fabriquer une théorie du complot et la mettre en circulation, surtout depuis qu'on a des smartphones dans nos poches H24, c'est très facile. Le coût de production des théories du complot s'est effondré, ça ne coûte rien de les mettre en circulation. Donc, en quelques instants, vous pouvez fabriquer une théorie du complot. La démonter, ça peut prendre entre quelques minutes et quelques mois ou quelques années
Ça dépend des sujets, en fait, et de ce que vous avez à faire. Comment ? Voire plus. Voire plus. Donc, il y a quelque chose qui est essentiellement asymétrique dans le combat ou la guerre contre le faux, contre les fake news. Fake news, d'ailleurs, on incise, ça ne veut pas dire fausse nouvelle, hein, ça veut dire nouvelle truquée, fabriquée. Fake, ça ne veut pas dire... en anglais, pour dire faux, on dit false. C'est la falsification. C'est falsification, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fake news, c'est un contenu faux, enfin une fausse information mise en circulation dans le but de tromper le public. Voilà. Et ça, c'est très compliqué parce que, ça circule beaucoup plus vite. Le faux circule plus vite. On le sait. Hein. Il y a une étude sur Twitter qui date de 2018 qui montrait qu'elle circulait 6 fois plus rapidement que les vraies informations. Donc on a toujours un train de retard sur les fake news, les théories du complot, mais en plus, on doit les combattre et les réfuter avec un bras attaché dans le dos. Parce que, si vous voulez, on ne peut pas combattre le mensonge par un autre mensonge. On combat le mensonge par la vérité, par l'établissement scrupuleux des faits. On ne combat pas la calomnie par la calomnie. Nous, par exemple, on est régulièrement calomniés. Moi, particulièrement, dans notre équipe, en tout cas. C'est l'objet ou une des parties du livre, en tout cas. On ne peut pas répondre à la calomnie par l'insulte, la calomnie. En tout cas, ce n'est pas ma manière de procéder. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On porte plainte. Donc, ça prend du temps. Et en tout cas, on ne s'abaisse pas à ce niveau-là. Donc, il y a quelque chose de fondamentalement asymétrique. On ne lutte pas avec les mêmes armes. Voilà. Et pour revenir sur tout ce qui est l'environnement numérique et la technologie, quel est l'impact de l'avènement des réseaux sociaux et notamment particulièrement aussi de l'intelligence artificielle sur la formation des théories complotistes ? Est-ce qu'on peut parler finalement de complotisme 2.0 ? Oui, mais même on est au-delà du 2.0 maintenant. 2.0, c'est l'ère des blogs. Donc on est même déjà au-delà de ça. L'IA, l'intelligence artificielle, est déjà présente dans les algorithmes, en fait. Les algorithmes de recommandation, c'est de l'intelligence artificielle. Celle dont on parle beaucoup depuis un peu plus d'un an, c'est ce qu'on appelle l'IA générative. C'est-à-dire les robots de discussion, ChatGPT, quoi. Et ça ouvre un champ de problématiques absolument vertigineux. Mais même si on laisse ça de côté, laissons ça de côté parce que c'est presque en soi une question compliquée qui vient complexifier encore tout le problème. Ce qui donne une chance, à mon avis, historique au complotisme de se développer, et ce qui fait que ce n'est pas une simple bulle médiatique. En fait, les médias ne sont pas mis pour d'obscures raisons à parler de complotisme du jour au lendemain parce que, par caprice. Non, ils en parlent parce que c'est un phénomène social majeur qui traverse toutes nos démocraties, et d'ailleurs qui est mondialisé, donc ça va même au-delà des démocraties. Et ce qui change, c'est leurs conditions matérielles, techniques, de diffusion, de circulation et de production. Notre difficulté, c'est qu'on est dans l'œil du cyclone. Donc on a du mal à observer quelque chose de l'extérieur. Mais si on essaie de faire ce pas de côté, on est de toute évidence dans une révolution technologique qui est au minimum comparable à l'invention de l'imprimerie. Et donc il serait fou de penser que ça n'a pas à voir, que ça n'a pas déjà des conséquences majeures sur tous les autres domaines d'activité. Gutenberg, ça a donné Luther, Calvin, la Réforme. Dès lors qu'on peut imprimer un livre, on imprime la Bible, du coup on la traduit en langue vulgaire, du coup on peut se passer du truchement de l'Église et du clergé, et on a un rapport direct au texte. Et ça donne la Réforme. Et donc ça donne aussi les guerres de religion. 500 ans de guerre de religion. Donc il serait aberrant de penser que ce qu'on est en train de vivre n'a pas d'impact, et on le voit en plus, on voit déjà l'impact palpable sur sur nos démocraties. Je crois que c'est pas seulement Internet. Il faut comprendre que la configuration technologique dont on parle, elle repose sur un triptyque qui est le haut débit, le smartphone et les réseaux sociaux. Et c'est ce triptyque-là
qui explique pourquoi ça marche aussi bien, les théories du complot, et pourquoi elles menacent directement notre démocratie. Sans même parler, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais de la guerre qui est faite à l'information par des régimes autoritaires qui, eux, ont tout intérêt à falsifier la réalité. Oui, parce qu'en prolongeant cette réflexion, effectivement, il y a la guerre de l'information, il y a le complot ou les théories complotistes dont on parle depuis tout à l'heure, mais au cœur de tout ça, il y a une économie finalement du doute qui s'est développée et qui se fait au détriment de tous les tiers de confiance. Oui, et je reviendrai sur l'IA d'ailleurs tout à l'heure parce que je pense que ça va produire des effets très contradictoires de ce point de vue. Mais le doute dont on parle, c'est un doute stratégique. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre en doute la réalité. Et c'est ce qu'un historien américain qui s'appelle Robert Proctor a proposé d'appeler l'agnotologie. Agnotologie comme agnose, d'accord ? C'est-à-dire la science, si vous voulez, ou la pratique de l'ignorance. L'idée, c'est de produire et de fabriquer artificiellement de l'ignorance pour faire de la connaissance une opinion parmi d'autres. C'est ce que l'industrie du tabac a fait, par exemple, en finançant des études contestant l'idée qu'il y aurait un lien entre le tabagisme et le cancer. Ça, c'est très bien documenté, justement, dans un livre de Proctor. Mais ce qu'on vit aujourd'hui sur le front de la désinformation est très similaire. C'est-à-dire qu'on a des groupes d'intérêts, que ce soit des États, des commanditaires, des gouvernements, notamment des gouvernements dictatoriaux, ou parfois des intérêts économiques, des multinationales, qui ont intérêt à expliquer, par exemple, le réchauffement climatique, on n'est pas très sûr. Et puis d'ailleurs, même s'il y a un réchauffement climatique, on n'est pas très sûr que ce soit lié à l'activité humaine, et donc finalement changer nos comportements serait pas une solution ou une piste. Bon. Les théories du complot fonctionnent exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on a une réalité factuelle qui est attaquée par des gens qui sèment le doute délibérément en produisant de l'ignorance. Des agents d'ambiance, quoi. Comment ? Des agents d'ambiance. Ouais, j'aurais pas dit comme ça, mais pourquoi pas. Ouais. Et juste sur l'IA, parce qu'on parlait des sources fiables, des tiers de confiance. Je pense que l'IA générative, ça se vérifiera ou pas dans les années qui viennent, je pense que ça va produire deux effets contradictoires. Je pense que pour une partie du public, la plus exigeante, la plus informée, ça va contribuer, heureusement, à réhabiliter la question de la source. C'est-à-dire, la question n'est pas tant la nature ou le message que vous voyez passer, mais qui l'a mis en circulation. Voilà. Est-ce que votre info, elle vient de l'AFP ou du Monde, ou est-ce qu'elle vient du blog de Pravda68BX ? D'accord ? Donc, pour une partie du public, ça peut réhabiliter la question de la source, et c'est très bien. Ma crainte, c'est que pour toute une autre partie du public, ça vienne les enfermer et renforcer un enfermement. Alors, on parle souvent d'enfermement algorithmique, mais un enfermement idéologique, politique, où la question du vrai et du faux est complètement secondaire. Et ça, c'est inquiétant. Voilà. Donc, ce sera notre dernière question pour cette partie. Pourquoi cette idée d'un complot juif continue-t-elle de persister dans l'histoire ? On a combien de temps ? Alors c'est une question qui renvoie à la question de l'antisémitisme, et même au-delà, à la question de l'anti-judaïsme. Et il y a un historien américain, David Nirenberg, qui a fait une somme sur le sujet, que je n'ai pas fini de lire encore, donc vous voyez, mais il explique que c'est inscrit dans l'inconscient occidental. Donc vous voyez, c'est une des réponses, c'est que c'est là pour durer, et qu'on va devoir se débrouiller avec pendant encore très très longtemps. Mais pourquoi ? Alors, d'abord, le constat que je fais, et que beaucoup d'autres font aussi, c'est que lorsque on s'intéresse aux théories du complot, comme une sorte de loi de Godwin, qui n'est pas que plus les discussions durent en ligne, plus on a de chances, plus les chances d'y croiser Hitler ou les nazis se rapprochent de 1,
dès qu'on s'intéresse au complotisme, on s'aperçoit que la chance de tomber sur des propos antisémites ou des thèses antisémites se rapproche asymptotiquement de 1 aussi. C'est-à-dire que l'antisémitisme, quand on s'intéresse à ce sujet-là, c'est l'éléphant dans la pièce. On ne peut pas ne pas le voir. Il est à peu près là tout le temps. C'est pas consubstantiel au discours complotiste. C'est pas ontologiquement lié au complotisme. Vous avez des théories du complot qui ne sont pas antisémites, qui n'ont pas du tout dimension antisémite. Vous avez des complotistes juifs, pas du tout antisémites. Vous avez des théories du complot sur l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui sont défendues notamment dans l'extrême droite israélienne. C'est pas par antisémitisme. Et pourtant, ça fonctionne exactement de la même manière que toutes les autres théories du complot. Donc pourquoi ce lien-là ? Là aussi, beaucoup d'auteurs ont essayé d'apporter des réponses à cette question-là. Les réponses qu'ils apportent, c'est que d'abord, c'est lié, non pas, en tout cas, c'est pas la faute des Juifs, mais c'est lié à la condition historique des Juifs. Et la condition historique des Juifs, depuis 2000 ans, et même plus, elle est liée à la diaspora. C'est-à-dire que c'est une condition fondamentalement diasporique. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que des minorités juives, vous en avez un peu partout dans le monde, dans toutes les sociétés du monde, et où en fait, elles constituent des minorités qui, du coup, prêtent le flanc à l'accusation de complot mondial. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois potentiellement l'ennemi de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a des minorités juives un peu partout, donc il y a l'idée d'un complot mondial, et il y a l'idée que les juifs de telle nation, de telle société, etc., sont toujours potentiellement prêts à trahir, ou une sorte de cinquième colonne, etc. En plus, là, ça renvoie à l'accusation anti-juive la plus ancienne, qui est celle de trahison. Le traître, Judas. Judas, c'est celui qui trahit le Christ. Ce qui est très intéressant, c'est que moi j'ai cru longtemps que l'antisémitisme était la forme moderne, contemporaine de l'antijudaïsme, une forme sécularisée de l'antijudaïsme, et j'ai compris chez Nierenberg que c'est plus ancien que ça. C'est-à-dire que le mot apparaît dans la deuxième moitié du XIXe siècle, antisémitismus, c'est un mot allemand d'abord, qui est francisé ensuite, et que c'est conçu comme un combat contre les juifs. Pas comme un racisme ou comme un combat contre les juifs, c'est ça que ça veut dire, antisémitisme. Et un combat d'ailleurs qui est légitime à l'époque. C'est-à-dire vous avez des candidats aux élections législatives qui se présentent sous l'étiquette des candidats antisémites. Vous avez un groupe antisémite à l'Assemblée au début du XXe siècle, autour de Drummond notamment. Chez Nierenberg, j'ai appris que la première gravure à proprement parler antisémite, et plus seulement anti-juive, elle date du XIIIe siècle, en Angleterre, où on imagine que le roi d'Angleterre est soumis, il est manipulé par un banquier juif, XIIIe siècle. Avant même la peste noire, les accusations d'empoisonnement des puits, les crimes rituels, etc. Donc ça, c'est assez fascinant. Pourquoi ça perdure ? Ça perdure parce qu'il y a un stock de tout un matériel indissolublement complotiste et antisémite prêt à l'emploi et accessible à chaque instant avec Internet. Internet, c'est un média cumulatif. Ce que vous avez mis dessus il y a 20 ans, ça reste en ligne. Vous pouvez y avoir accès encore très facilement aujourd'hui. Mais surtout, je pense que il y a cette condition diasporique qui explique pourquoi ce sont des bons candidats à l'idéation conspirationniste, les juifs. Et puis, je crois qu'il y a au moins deux autres éléments, pour le dire brièvement. Le premier, c'est que la faiblesse excite la haine. C'est une phrase qu'on trouve chez Nietzsche dans Par-delà bien et mal, qui m'a longtemps marqué. La faiblesse excite la haine. Et là, je crois que la faiblesse objective, numérique d'abord, des juifs, excite la haine. Je pense que si il y avait 1 milliard de juifs dans le monde, la question de l'antisémitisme ne se poserait pas de la même manière. Il y aurait sans doute des sentiments d'hostilité à l'égard de ce peuple, mais qui prendraient une forme très différente. Deuxième point, c'est qu'on craint ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on n'arrive pas à distinguer.
il y a une passion anti-juive pour le marquage des juifs. Ça a pris la forme de la rouelle au Moyen-Âge, de l'étoile jaune sous l'occupation, et de toute une littérature antisémite qui est marquée par une tentative de déterminer ce qu'est le physique juif. Les lèvres, l'hipu, les oreilles, comme ça, le nez surtout, évidemment, le nez. Or, ça renvoie à des critères physiques qui sont ceux de certains juifs, mais pas du tout de tous les juifs. Et les juifs, c'est quand même des gens qu'on n'arrive pas trop à distinguer. Du coup, ça fait peur. Parce qu'un noir, on sait ce que c'est. Quelqu'un qui a la peau noire ou sombre, on l'identifie, on le voit. Les juifs, non. Et donc, c'est créateur d'insécurité. Drummond disait, grand antisémite Drummond, l'auteur de La France juive, best-seller de l'année 1886. Drummond disait, le juif dangereux, c'est le juif vague. Celui qu'on n'arrive pas à distinguer, à identifier. Donc je crois que ça crée de l'insécurité, une forme de peur. Et puis, dernier point, on craint ce qu'on ne connaît pas, c'est 0,2% de la population mondiale, les juifs. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont des sentiments hostiles à l'égard des juifs n'ont jamais croisé de juifs de leur vie. Ils n'ont pas d'expérience directe. Vous vous rappelez, après le 7 octobre, il y a eu, sur l'aéroport de la capitale du Daghestan, je crois que c'était la capitale, une scène absolument hallucinante où on a une foule en colère qui cherchait un juif à lyncher, qui était là. Ce sont des gens qui manifestement n'ont jamais croisé un seul juif de leur vie, donc qui n'ont des juifs qu'un rapport indirect par les médias, par la télévision, éventuellement par la littérature, mais essentiellement par les médias. Voilà. Donc je pense que pour toutes ces raisons, ça fait des juifs, malheureusement, des bons candidats pour le complot. Enfin, en tout cas, pour la fantasmagorie complotiste. On va évoquer maintenant, merci à vous, Alban et Constance, quelques cas emblématiques de désinformation ou de complotisme. J'ajoute juste, pour faire la transition, que les très bons récits fallacieux, je mets très bons évidemment entre guillemets, généralement, s'il y a un microgramme de réalité ou de petit noyau de vérité, évidemment, ils vont davantage prospérer. Voilà. Et à la lumière des cas qu'on va évoquer, vous répondrez. Je compléterai juste. Oui, ça c'est très vrai. C'est-à-dire qu'un discours complotiste, il est d'autant plus efficace qu'il est vraisemblable. Pour le rendre vraisemblable, il y a une technique bien connue des faussaires qui est le mélange du vrai et du faux. Et il y a un mot de Valéry, je crois que c'est un mot d'ailleurs apocryphe, qui dit que le mélange du vrai et du faux est plus faux que le faux. Mais ça dit tout. Si vous voulez empoisonner un ennemi, vous n'arrivez pas avec un seau d'acide sulfurique fumant. Vous prenez un grand cru, vous le servez, puis vous mettez une goutte de cyanure et ça aura exactement le même effet à la fin. Et donc la désinformation fonctionne de la même manière. Elle a intérêt à vous présenter des choses qui ont l'apparence du vrai, du fiable, du vraisemblable. Et d'ailleurs, il y a des textes notamment ou des vidéos complotistes qui sont très bien faits dans le sens où ils mélangent en permanence le vrai et le faux. Jeanne Zoé, c'est à vous. Alors, pour commencer, on aimerait connaître votre opinion sur l'affaire Epstein, puisqu'elle a en effet été une théorie conspirationniste qui rassemblait de nombreuses populations très différentes. Et pourriez-vous développer cette idée et nous expliquer les raisons de cela ? C'est un très bon exemple, je parlais de JFK tout à l'heure. Epstein, on a là quelqu'un qui est poursuivi, qui se suicide, et c'est lié évidemment à des gens puissants. Donc on a plusieurs ingrédients objectifs qui vont participer de la constitution d'une théorie du complot, évidemment. Donc, la première fois qu'on parle d'Epstein, de Jeffrey Epstein, c'est en juillet 2019, parce que le ministre du Travail de Donald Trump avait démissionné, parce que Epstein avait été arrêté, et on s'est aperçu qu'il avait eu un rôle dans en gros, à l'époque où il y a eu des premières poursuites pour
je ne sais plus exactement, mais agression sexuelle ou trafic sexuel, je ne sais plus, de mineurs. Epstein s'en était sorti plutôt bien, avec une peine très faible. Bon. Donc c'est une affaire qui éclabousse d'abord l'administration Trump. C'est ça qui est intéressant. Et nous, dès juillet 2019, on voit à quel point les Trumpistes essaient de retourner cette affaire-là en affaire embarrassante pour les Clinton, les Obama et les démocrates en général. Donc il y a un enjeu politique très fort. Epstein est mis en prison, et en août de mémoire, ou en septembre, peut-être septembre 2019, un samedi matin, je me rappelle très bien, on apprend que Epstein s'est suicidé dans sa cellule. Et on apprend quasiment instantanément qu'il était, point à vérifier, mais qu'il était sous le régime du Suicide Watch. Le régime du Suicide Watch en prison, c'est que vous êtes surveillé 24 heures sur 24, en permanence, précisément pour empêcher que vous vous suicidiez en prison. Donc, c'est très troublant. Vous vous dites, c'est étrange, tout était fait pour qu'il ne se suicide pas, or il se suicide. Sauf que dans les heures qui suivent, cette information est vérifiée par le New York Times, et on apprend qu'il n'était pas placé sous le régime du Suicide Watch, qu'il avait été 3 semaines avant, pendant quelques jours. Ce qui change tout, quand même. Cette deuxième info, elle n'est quasiment inexistante sur les réseaux sociaux. Elle n'intéresse pas. Il faut voir que dès qu'on apprend la mort de Epstein, Trump lui-même fait un tweet pour dire que c'est une mort suspecte et que probablement il a été assassiné, que c'est un assassinat déguisé. Je me souviens très bien de cette affaire parce que la pensée unique à ce moment-là sur les réseaux sociaux, en tout cas si vous preniez les hashtags sur Twitter qui mentionnaient Epstein, c'était que évidemment il avait été éliminé. Et le mercredi qui suit, alors qu'on attend l'autopsie pour quelques jours plus tard, j'écris un texte disant « Voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on peut dire. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'était pas placé en fait sous le régime du Suicide Watch et qu'ensuite, l'autopsie dira s'il s'est suicidé ou pas. Mais si l'autopsie révèle qu'il a été tué, nous, on n'aura aucun problème à le reconnaître et à considérer qu'il a bien été assassiné. En revanche, si l'autopsie conclut qu'il s'est suicidé, il est certain que les complotistes qui, depuis plusieurs jours, expliquent qu'il a été assassiné ne changeront pas de version, continueront à dire que tout ça a été falsifié, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'autopsie a montré que ce qu'ils avaient observé était compatible avec le suicide. Et surtout, on a appris aussi que les agents carcéraux, enfin les surveillants de prison qui étaient chargés de sa surveillance, avaient falsifié les registres parce qu'ils n'avaient pas fait la ronde qu'ils auraient dû faire. Donc il a été en réalité laissé sans surveillance pendant de très nombreuses heures et qu'il a eu tout le loisir en fait de se suicider. Ils seront même, eux, jugés et condamnés pour ça. Parce qu'on ne rentre pas dans une prison haute sécurité comme ça, enfin... Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est quelqu'un qui s'est suicidé et qui en plus avait des raisons de se suicider, très objectivement. Sa vie était finie, il était exposé à plus de 50 ans de prison de mémoire. Donc voilà, on pourra apprendre peut-être à l'avenir que non, finalement, on a envoyé quelqu'un en prison pour le tuer. Mais vous voyez, c'est-à-dire que moi et mon équipe, on est disponible à des changements de version. On n'a rien à gagner ou à perdre, en fait. Mais ce qu'on voit, c'est que les complotistes, eux, non, pas du tout. Ils continuent à dire que Epstein a été assassiné. Ça répond à votre question ? Oui, tout à fait. Et par ailleurs, Ghislaine Maxwell, qui était son amie, sa compagne pendant un temps, et surtout sa complice, elle a été condamnée à 20 ans de prison entre-temps. Il y a eu un procès. On n'a pas découvert au moment de ce procès, ni pendant l'instruction, ni pendant les débats, un quelconque complot, ramification internationale. Voilà. On sait qu'il y a une transaction privée entre le prince Andrew, de la famille royale d'Angleterre, et l'une de ses accusatrices. Et c'est à peu près tout. Et il y a eu aussi, alors oui, c'est vrai, il y a eu un rebondissement de l'affaire avec le suicide aussi en prison, mais cette fois-ci ici en France, à la prison de la Santé, de c'est Jean-Louis Brunel, non, c'est peut-être pas Jean-Louis Brunel, Jean-Luc Brunel, pardon, Jean-Luc Brunel, qui a été aussi lié à Epstein et qui, de la même manière, avait toutes les raisons
de mettre fin à ces jours. Ce que je veux dire, c'est que là aussi, c'est très coûteux d'imaginer envoyer une sorte de commando pour aller abattre quelqu'un, maquiller tout cela en suicide. Enfin, c'est autre chose, quoi. On tombe dans autre chose. Donc vous évoquiez tout à l'heure l'intelligence artificielle. Effectivement, dans le cadre de cette affaire, on a pu voir se développer de fausses images créées par l'intelligence artificielle. Comment, selon vous, il est possible de se prémunir de ce genre de pratiques qui, on le suppose, tend à s'accroître ? Précisément par la question de la source, d'où ça vient. Parce que très rapidement, on va avoir des vidéos et des images qu'on ne pourra plus distinguer à l'œil nu d'une vraie ou d'une fausse. Et même, elles sont d'une certaine manière infalsifiables, certaines de ces images générées par IA générative. C'est-à-dire que, si vous voulez, avant, un montage photo, c'était facile à repérer. Parce qu'il suffisait, on pouvait modifier les photos par Photoshop, mais il suffisait de retrouver la photo d'origine et d'examiner le décalage qu'il y avait entre les deux. Et la photo d'origine étant la plus ancienne, on le savait grâce aux métadonnées, et puis la définition aussi en général. Les photos truquées, elles sont d'une définition dégradée. Donc c'était assez facile de prouver qu'une image avait été falsifiée. Une image générée par IA générative, elle n'existe pas au départ. Donc on peut pas dire qu'elle est fausse. Or là, on a la technologie, et surtout on a la technologie accessible à tous, pour quasiment rien, pour faire des photos indiscernables de vraies photos. Enfin, pour générer des fausses photos qui ne sont pas discernables de vraies photos. Donc la question, c'est d'où elle vient, qui en est l'auteur, quel est justement le tiers de confiance qui me certifie qu'elle est fiable. Voilà. Est-ce que ça vient de Getty, de l'AFP, de AP, ou pas? Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ça répond à votre question? Oui, parfait, merci. Vous parlez tout à l'heure des réseaux sociaux et on a vu que récemment vous aviez appelé au boycott de X avec le hashtag #NoTwitterDay. Pourquoi avoir fait cet appel au boycott? Alors d'abord parce que on a accueilli avec de l'inquiétude d'abord et puis beaucoup d'agacement ensuite l'acquisition par Elon Musk de la plateforme le 27 octobre 2022. Et à l'approche du premier anniversaire de cet achat, donc le 27 octobre 2023, on s'est dit avec notamment Tristan Desfranc, Julien Pain et principalement tous les trois, on se dit mais en fait là ça y est, on a suffisamment de recul pour observer ce qui s'est passé sur la plateforme. Elle a changé radicalement. Elle posait déjà un certain nombre de problèmes, mais elle ne sortait pas plus du lot que ça. Mais avec la prise de contrôle par Elon Musk, c'est une plateforme qui, a replatformé, a réaccueilli des comptes qui avaient été suspendus par dizaines de milliers, et suspendus pour des bonnes raisons, des informations électorales, en matière de santé, etc. Des comptes d'une toxicité dont on n'a pas idée. On a vu fleurir des comptes très ouvertement nazis, vraiment pas d'autres mots. On a testé régulièrement en signalant un certain nombre de ces contenus, qui sont des contenus illégaux, et les réponses étaient toujours les mêmes. Ça ne viole pas les conditions d'utilisation de la plateforme, ce qui est aberrant. Ensuite, il y a eu le moment où les pastilles de certification qui avaient été acquises par un certain nombre de médias ou de personnalités qui étaient sur la plateforme depuis longtemps, c'était notre cas, leur ont été retirées au profit d'un nouveau système de certification payant. Et donc, moyennant, je crois, l'équivalent de $8 par mois, on peut avoir un badge, une pastille de certification qui est associée à des nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire que, on peut écrire beaucoup plus que 240 caractères, donc on peut faire des très longs posts. 2, on bénéficie d'une prime de visibilité algorithmique, au détriment de ceux qui n'ont pas la pastille de certification. 3, on peut monétiser son activité sur la plateforme. Bon. Donc tous les ingrédients étaient réunis pour que ça se passe mal, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, ça s'est mal passé. C'est-à-dire que
en fait, le discours d'Elon Musk, qui est un discours un peu prométhéen, parce que je crois que fondamentalement, c'est pas là un homme d'affaires qui cherche à gagner beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui est dans une crise de mégalomanie et qui acquiert Twitter pour rendre la liberté d'expression qui aurait été ôtée aux utilisateurs. Bon. Donc il est dans quelque chose d'un peu prométhéen, quoi. Son discours est celui d'un libertarien assumé, qui est de dire « moi je suis pour le free speech ». C'est très bien, mais nous on a d'autres lois. Et ce n'est pas un milliardaire américain, enfin et pas seulement américain, mais en tout cas un milliardaire qui n'a été élu par personne, de définir l'endroit où on place le curseur en matière de liberté d'expression. C'est à notre démocratie de le faire, à l'échelle européenne ou nationale. Donc, la grande hypocrisie de ce discours-là, du free speech, c'est de dire que tout le monde aurait accès à la liberté d'expression. Mais cet accès à la liberté d'expression, il est faussé par un système qui est censitaire. Parce qu'en fait, moi, qui n'ai pas la pastille de certification, parce que je ne vais pas participer à un système qui rémunère la désinformation, parce que c'est ce qui se passe sur Twitter aujourd'hui, j'ai moins de liberté d'expression que ceux qui ont la pastille, que ceux qui payent. Parce que je peux faire des posts moins longs, parce que je ne bénéficie pas de cette visibilité qui est associée à une pastille. Donc en fait, si on paye, on est plus libre que si on ne paye pas. En fait, c'est la loi du plus fort, quoi. C'est la loi de la jungle ou le western, quoi, le Far West. Mais c'est pas la République. C'est pas l'égalité au sens où on la conçoit. Et par ailleurs, on sait, par exemple, dans les 3 semaines qui ont suivi l'attaque du 7 octobre en Israël, donc intense moment des informations sur Twitter, une étude de NewsGuard a montré que 74%, donc les 3/4, des fake news, la désinformation produite en ligne sur Twitter, l'avait été par des comptes certifiés. Et les plus gros comptes complotistes de désinformation, dangereux, sont des comptes certifiés. Donc on a des gens qui gagnent leur vie avec la désinformation. Ça fonctionne réellement comme ça. Alors la question c'est pourquoi on y est toujours, pourquoi on ne boycotte pas toute l'année ? Parce qu'en fait, l'idée de boycotter, de faire un no Twitter Day, de boycotter ce jour-là, c'était de poser tous ces problèmes-là sur la table et de dire, voilà, il n'y a pas de fatalité à ce que Twitter s'abîme de cette manière-là. Essayons de reprendre la main sur cette plateforme, parce que sinon, ça va avoir des effets, des externalités négatives sur l'ensemble de la société. Si vous voulez, on est dans un système de privatisation des profits par Elon Musk et les désinformateurs dont j'ai parlé, et de socialisation pas des pertes en l'occurrence, mais des conséquences négatives de cette désinformation. Quand vous avez une baisse de la couverture vaccinale, le retour de bébés qui meurent de la rougeole, parce que vous avez une intense désinformation anti-vaccinale sur les réseaux sociaux, ben on les paye tous, qu'on soit utilisateur de Twitter ou pas. Et par ailleurs, Twitter, certes, est une société privée, donc c'est comme une boîte de nuit, hein. Si vous ne voulez pas y aller, vous n'y allez pas. Le patron de la boîte de nuit, s'il veut vous chasser, vous blacklister, il a le droit, d'une certaine manière, si vous ne respectez pas son règlement intérieur, tout ça est vrai. Mais Twitter, de fait, a acquis une telle centralité dans le débat public, non seulement national, mais même mondial, que c'est à nous de prendre en compte cet élément-là et de rétablir, d'affirmer notre souveraineté démocratique face à une plateforme qui est en train de tuer la démocratie. Enfin, je le dis avec ces mots-là parce que je crois que vraiment on est dans cette configuration. Il se trouve qu'en ce mois de février est entré en vigueur le règlement européen, le Digital Services Act, qui est censé réguler au moins une partie de ces problèmes. Oui. Et alors, l'entrée en vigueur s'est faite en août. Et comme nous sommes des démocraties libérales avec état de droit, avec les possibilités pour les entités ou les particuliers qui subissent la rigueur de la loi, eh bien, de faire des recours, eh bien, il y a des délais qui sont associés au respect de cette directive européenne et de tout ce
tout ce qu'elle lise comme obligation pour les plateformes. Donc entrée en vigueur de mémoire le 25 août 2023 et entrée en application le 17 février 2024, donc depuis samedi dernier. Et donc on attendait cette date du 17 février avec beaucoup d'impatience parce que on disait c'est intéressant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va encore leur donner un délai? Est-ce qu'on va les sanctionner? Notamment Twitter. Twitter est quand même sorti du code de bonne pratique en matière de désinformation de l'Union européenne il y a moins d'un an. Twitter a licencié, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, massivement la régulation humaine. Les modérateurs qui faisaient un petit peu de régulation physique, pour l'essentiel, ont été licenciés. Donc Twitter ne remplit pas ses obligations au regard de la loi qui est la loi commune, qui est l'émanation de notre souveraineté démocratique. Donc on a un milliardaire excentrique qui impose sa loi à 400 millions d'Européens. Ça n'est pas normal. Si on doit déplacer le curseur en matière de liberté d'expression, si on doit, par exemple, abroger nos lois antiracistes, on peut le faire, mais on le fera démocratiquement. Ce que la démocratie a fait, elle peut le défaire. Mais ça n'est pas à des puissances privées de le décider. Bon. Et donc la question, c'était qu'est-ce qui va se passer le 17 février, sachant qu'il y a tout un éventail de sanctions possibles. En matière d'amende, ça peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme. Là aussi, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est trop? Je ne peux pas en juger, j'en sais rien. Et puis, on avait même notre ministre, notre secrétaire d'État au numérique, qui avait agité la perspective d'une suspension temporaire, voire définitive, d'une plateforme qui ne remplirait pas ses obligations. Bon, eh bien, nous sommes le 22, et il n'y a absolument rien eu. Il y a eu, si, une rencontre en visioconférence entre le commissaire Thierry Breton, qui est en charge de ce dossier-là, et la directrice générale de X, de Twitter. Moi, j'ai le sentiment d'une grande pusillanimité de notre personnel politique. Je me trompe peut-être, peut-être que demain, ils annonceront quelque chose de... Bon. Mais pour l'instant, ce que j'observe, c'est qu'on avait annoncé quelque chose d'important, à grand renfort de tambour, etc., et que, pour l'instant, ça fait pchit, quoi. On a l'impression que ça a accouché une souris. Cette pusillanimité, je crois qu'elle a deux sources. L'incompétence d'une partie de notre personnel politique qui n'est pas à l'aise avec ces questions-là parce qu'il n'y comprend rien. Il y a une dizaine de députés, je pense, qui comprennent les questions numériques. Les autres, il suffit de leur parler un petit peu pour comprendre que ce n'est pas leur monde, ce n'est pas leur univers, et c'est normal. Ils ne sont pas des digital natives, comme on dit, ils ont du mal avec l'informatique. Bon. Donc il y a ça, il y a une forme d'incompétence, et donc on a du mal à traiter ce qu'on ne comprend pas, et à prendre la mesure surtout du problème que ça représente. Et puis je pense qu'il y a autre chose qui est d'ordre idéologique, et je m'inclus parce que je pense qu'en gros on a affaire à des démocrates qui veulent sauver les démocraties libérales, et qui ne veulent pas le faire avec les armes de dictature ou de régime autoritaire. Donc il ne s'agit pas pour nous de faire ce que fait la Chine. Vous voyez, et le problème, c'est que ces plateformes, elles sont en train de tuer les conditions de la démocratie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, moi, je pense, mais c'est pas seulement que je peux me tromper, c'est que je peux changer d'avis encore. Mais là, j'en suis au moment où je me dis, il faut passer au coercitif. Il faut leur tordre le poignet, vraiment. Parce que ça n'est pas normal. Sans même parler, parce qu'on a intégré dans les plateformes en question, notamment 3 sites pornographiques. Ça n'est pas normal que n'importe quel gosse de 10 ans avec une connexion Internet puisse aller sur un site pornographique. Enfin, c'est grave, ça a déjà et ça continuera à avoir des effets sociaux. Et il ne s'agit pas de censurer à tout craint, il s'agit de dire, pour avoir accès à ce type de site, on met une carte bleue, un numéro de carte bleue. Les enfants, ils n'ont pas de carte bleue, a priori. Il y aura toujours qui arriveront à ruser, à contourner, mais et là aussi, on est face à quelque chose qui n'est pas normal. La loi interdit aux moins de 18 ans d'avoir accès à ce type de contenu. Alors dans les faits, les gamins de 12 ans ont accès à de la pornographie et à très haute dose. Et une pornographie qui, en plus, qui pose toute une série de problèmes. Comment expliquer que voilà, on change un petit peu de sujet, mais comment expliquer que les théories du complot se soient surtout et notamment développées aux États-Unis, et est-ce qu'il y aurait des explications sociales, culturelles,
Et est-ce qu'on peut faire peut-être le lien avec la fenêtre d'Overton en expliquant ce terme et les raisons pour lesquelles elle s'est tant élargie ces dernières années? Alors, la fenêtre d'Overton, c'est l'idée que on intègre au champ des possibles politiques des choses qui autrefois en étaient exclues, notamment en matière de solutions politiques. Le début de cette question, c'était sur les États-Unis. Donc, oui, les États-Unis, voilà. Alors, lorsqu'on demande aux Américains si cette question-là, est-ce que vous croyez à des théories du complot? On ne leur pose pas une théorie du complot en particulier, on leur demande juste, est-ce que vous croyez à des théories du complot? Ils sont 55% à répondre oui. Nous, on est 35%. D'accord? Mais, quand on considère les choses par théorie du complot, on est à peu près dans un étiage très comparable, nous les Français, aux Américains, aux Britanniques, aux Allemands. Bon. Ceux qui sont à peu près 2 fois moins complotistes que nous, c'est les Danois, par exemple. Ceux qui sont 2 fois plus complotistes que nous, ce sont les Turcs, les Mexicains, les Saoudiens, Sud-Africains parfois, etc. En gros, plus on est dans des démocraties où la confiance des institutions démocratiques est forte, et moins on croit à ces choses-là. D'accord ? S'agissant des États-Unis, je pense qu'il y a une tradition, mais elle est très européenne aussi, cette tradition en réalité. Mais je pense que ça s'ancre plus aux États-Unis dans une défiance à l'égard de l'État fédéral. Et nous, on est dans un modèle totalement opposé, c'est-à-dire que notre démocratie s'est construite de manière très centralisée, la monarchie d'abord, l'État bonapartiste, enfin puis républicain, elle s'est construite d'en haut, d'accord ? La démocratie américaine, c'est le contraire, elle s'est construite par le bas, par les communautés. Et donc tout ce qui ressemble à un État fédéral est tenu en suspicion dans une large fraction de l'opinion américaine, notamment à l'extrême droite, et depuis très longtemps. On n'a pas ce rapport-là à l'État. Nous, on est dans un rapport de confiance davantage à l'État, qui est garant notamment de la redistribution, de la mise en application des principes républicains, l'égalité, etc. Donc je pense que ça s'inscrit dans cette tradition-là, d'hostilité ou en tout cas de méfiance ou de suspicion à l'égard d'un État fédéral dont on considère qu'il prendrait trop d'importance, voilà, surtout les États-Unis depuis que les États-Unis sont devenus au XXe siècle, c'est-à-dire une république impériale, c'est avec un rôle mondial et qui n'est pas du tout celui d'un pays comme la France. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Ouais. Merci. Il nous reste 2 dernières questions. Alors justement, pour poursuivre sur les États-Unis et aussi sur l'Europe, on a noté au regard des récentes élections européennes et américaines qu'on observe l'émergence de récits alternatifs de plus en plus nombreux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi et comment ces récits se développent en politique ? Sur les élections ? Sur les élections plus particulièrement. Spécifiquement sur le... Oui. Alors, c'était une crainte qu'on avait en 2022. Je me souviens, pendant les 9 mois à peu près qui ont précédé l'élection 2022, l'élection présidentielle, on a commencé à avoir des think tanks, puis des chercheurs qui se sont dit, tiens, c'est intéressant, est-ce qu'il va se passer en France ce qui s'est passé aux États-Unis moins de 2 ans avant, quoi, avec la contestation électorale par Trump et puis le bouquet final avec l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Donc, après tout, on voit des effets du Trumpisme, de l'expérience trumpiste, sur la vie politique européenne et française. J'avais écrit à l'époque, par exemple, de l'élection 2017, que, en partie, la campagne de François Fillon, elle procédait d'un moment un peu trumpien, qu'il y avait une forme de trumpisation de cette campagne-là. Avec, vous vous rappelez, les histoires de cabinets noirs, etc. Bon. L'idée d'un complot médiatico-politico-judiciaire contre Fillon. En 2022, ça ne s'est pas vraiment passé en France. On a eu des tentatives, mais de gens qui pèsent pas grand-chose. Jean Lassalle a dit des choses de cet ordre-là, Nicolas Dupont-Aignan aussi. Et d'ailleurs, on l'a vu,
après le second tour, Marine Le Pen a reconnu, elle s'est inclinée, quoi. Elle n'a pas appelé ses partisans à marcher sur l'Élysée. C'est en tout cas quelque chose qu'on a réussi à exorciser et qui, je crois, tout simplement, la vie politique française était différente et donc on n'en est pas là. On n'en était pas là. Mais on est une société qui, c'est vrai, est très polarisée. C'est polarisé considérablement. Alors, j'ai pas les chiffres pour la France, mais j'ai les chiffres pour les États-Unis. Il y a une fracture béante entre les deux Amériques, entre l'Amérique démocrate et l'Amérique républicaine. En 30 ans, les préjugés à l'égard du camp d'en face se sont accrus significativement dans les deux camps. Donc on a aujourd'hui deux Amériques qui se regardent en chien de faïence, qui ne se comprennent plus, quoi, et pour qui la victoire du camp d'en face est vécue pas seulement comme un simple revers électoral, mais comme une catastrophe, en fait. Donc voilà, et je ne sais pas à court terme ce qui peut apporter une réponse à tout ça, mais je suis persuadé que là où le complotisme refluera, ces tendances-là reflueront aussi. Voilà. Et donc, on en arrive à notre dernière question. Aujourd'hui, les réseaux sociaux semblent être également le terrain de guerre informationnelle, comme le montre par exemple l'exemple du charnier de Gossi au Mali. Quel est votre avis sur ce sujet de la guerre de l'information et comment réagir à ce genre d'intoxication ? Alors, il y a un livre que j'aurais aimé écrire, mais qui a déjà été écrit avec infiniment plus de talent que je l'aurais fait, c'est le livre « La guerre de l'information », précisément, de David Colomb, que je vous recommande de lire, parce qu'il est, je crois qu'il dit tout, il dit l'essentiel. Et d'ailleurs, il dit bien que cette guerre de l'information, c'est aussi une guerre contre l'information, une guerre à l'information. Pourquoi ? Parce que quand on parle de guerre de l'information, a priori, on peut avoir le sentiment qu'on est face à des sociétés ou des États ou des régimes qui joueraient comme ça dans une arène où ils auraient tous les mêmes armes et où à la propagande russe, par exemple, répondrait la propagande occidentale ou américaine ou européenne ou française, etc. C'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que là aussi, on est dans une très grande asymétrie. Nous n'utilisons pas, nous, démocratie, les armes qu'utilise un régime comme le régime de Poutine ou la Chine ou l'Iran, pour prendre les trois exemples, parce qu'on a des affaires de désinformation et de manipulation de l'information caractérisées sur de la part de ces trois pays. Nous ne faisons pas ça. Voilà, très clairement. Donc une guerre à l'information et contre l'information aussi, c'est-à-dire que en fait, cet affrontement géopolitique, il est aussi, je ne veux pas être trop grandiloquent, mais c'est aussi une guerre qui est faite à la vérité, en fait. Une guerre à l'information, c'est une guerre aux journalistes, une guerre à ceux qui établissent les faits, et donc aussi une guerre à la vérité, contre la vérité. Et là, me revient quand même ce qu'a pu écrire Jean-François Revel il y a plus de 30 ans. Il disait l'oxygène des démocraties, c'est la vérité. Celui des régimes totalitaires, c'est le mensonge. Un régime totalitaire qui arrête de mentir est un régime totalitaire condamné, qui va s'effondrer. Une démocratie qui reposerait uniquement sur le mensonge serait condamnée aussi. Donc on n'a pas le même rapport à la question de la vérité. Donc il est important pour nous, démocratie, si on veut rester des démocraties, me semble-t-il, de refuser ce coup de force cognitif du totalitarisme qu'est le relativisme. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité, chacun la sienne, ça n'existe pas la vérité objective, il n'y a que des interprétations. Ça, et quand je dis coup de force cognitif, je crois que c'est plus exactement le mot qui était utilisé, mais c'est Leszek Kolakowski qui parlait je crois qu'il disait le grand triomphe cognitif du totalitarisme, c'est le relativisme qui porte sur les faits. Donc il faut, à mon avis, rien céder à ça, rien concéder à ça, parce qu'il en va vraiment de notre capacité à continuer à vivre en démocratie. Voilà, ouais. Et en ça, l'affaire du charnier de Gossi oui. était exemplaire.
Oui, parce que donc c'est une opération où on a des soldats, des mercenaires de Wagner, donc une société privée russe, mais très contrôlée par le Kremlin, fondée par Prigojine, Feu Prigojine, qui tue des gens, les enterre et essaie de faire passer ça pour une opération française. Et réaction du ministère des Armées français, qui est très bonne, puisque très rapidement, ils ont le pressentiment de ce qui va se passer, ils anticipent, donc ils filment avec des drones ce qui se passe, et donc ils identifient que ce sont bien des soldats de Wagner, et dès que ça commence, la campagne d'intoxication commence, ils envoient l'antidote, quasiment en temps réel. Donc ils arrivent à éteindre la campagne de désinformation. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que Prigojine, il a à la fois, enfin à l'époque, où il était encore en vie, un pied dans le militaire et un pied dans la propagande. Parce que Prigojine, c'est le groupe Concorde, et c'est aussi des médias de désinformation, complotistes, et c'est aussi ce qu'on a appelé l'Internet Research Agency, parce que c'est une terminologie américaine, mais en fait c'est l'IRA. L'IRA, mais ça c'est les chercheurs qui l'appellent comme ça, elle ne s'appelle pas comme ça à Saint-Pétersbourg, mais c'était une fermatrole. Il y a un immeuble où on avait des dizaines de personnes payées pour entretenir des comptes factices, des bots, des robots, pour lancer des campagnes de désinformation. Donc ça s'inscrit dans ce qu'on appelait à l'époque de l'Union soviétique les mesures actives, qui consistent à déstabiliser nos démocraties, parce que, juste, quelques semaines après la chute du mur de Berlin, au début des années 90, vous avez Joseph Nye, qui deviendra après conseiller de Bill Clinton. Joseph Nye qui théorise ce qu'on appelle le soft power. C'est depuis Nye qu'on parle de soft power. Que dit-il ? Il dit on a gagné la guerre froide, pas seulement grâce à nos têtes nucléaires, nos porte-avions, nos divisions blindées. On l'a gagné grâce au pouvoir de subjugation de notre culture et de notre modèle culturel, l'American Way of Life, qui passe par Hollywood, le Coca-Cola, le McDo, Disneyland, etc. C'est-à-dire en rendant le mode de vie occidental ou américain désirable, souhaitable. D'une certaine manière, les Américains ont gagné la guerre, enfin l'Ouest a gagné la guerre froide, quand les soldats soviétiques en Afghanistan écoutaient du rock en anglais. Vous voyez, c'est-à-dire que quelque part, voilà, le mythe communiste était déjà complètement mort, quoi, dans les consciences. Bon. Donc la guerre culturelle, la guerre des représentations, elle se gagne avant la guerre sur le terrain, politique et voire militaire. Ça, c'est l'enseignement de Joseph Nye. Et puis, depuis une vingtaine d'années, 25 ans, on se dit, mais en fait, la Russie, la Chine, elle entre à l'OMC en 2000, la Russie, elle se stabilise avec Poutine d'ailleurs en 2000 aussi. Ces régimes-là, ces pays-là, développent des instruments de soft power. Et donc, on dit, RT, Sputnik, c'est du soft power. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils défendent auprès de l'Occident ces chaînes-là. Ils disent, mais on a bien le droit de donner le point de vue russe sur le monde. Vous avez le point de vue britannique sur le monde avec la BBC, le point de vue américain avec CNN, etc. Le problème, c'est que ce ne sont pas des instruments de soft power. Parce que ces instruments-là ne servent pas à rendre désirable le modèle de société russe, ils servent à rendre détestable le nôtre. Ce qui est un peu différent. De sorte que, depuis plusieurs années maintenant, on a des chercheurs en relations internationales qui ont abandonné l'étiquette, la notion de soft power pour caractériser ces phénomènes-là, et qui parlent de sharp power. Sharp, ça signifie perçant, d'accord ? Tranchant, perçant surtout. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'on a affaire à des régimes qui considèrent que leur existence est menacée par l'épanouissement à leurs frontières de régimes ou de démocratie ou de sociétés démocratiques. Et donc qui ont un intérêt vital à les déstabiliser ou à les faire basculer. Voilà, on est dans un monde dangereux en fait. Il y a 8% de la population mondiale qui vit dans une démocratie complète. On en fait partie. Mais 8%, c'est moins qu'il y a 30 ans.
Donc on est un peu assiégé quand même. On est un peu dans cette situation-là. Voilà. On va achever ce grand oral sur cette image de démocratie assiégée, malheureusement. Je vous ai complètement déprimé, je crois. Et le temps a filé, on a largement débordé, malheureusement. Je vais donc achever cet entretien avec une citation qui ouvre votre livre, de Sacha Guitry. Ouvrez les guillemets. « Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. » C'est Guitry, c'est formidable. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous. Merci.